Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau spécial pour parler de ce sujet d'actualité, le franc CFA. On en parle dans tout l'espace zone franc d'Afrique. C'est un rapport de 2005 de la zone franc d'ailleurs qui le dit. Les deux banques centrales BCAO et BEAC disposaient de plus de 3600 milliards de francs CFA au niveau donc du trésor français, soit 72 milliards d'euros environ. S'agit-il d'une monnaie de servitude? S'agit-il d'une nécessité, une monnaie de servitude volontaire, comme le diraient certains? On en parle sur ce plateau avec des experts, des personnes avisées. Avec nous, Pierre Claver Damiba, il est consultant international, macroéconomiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur ce plateau également, le professeur Mahamadou Diarra, agrégé des sciences économiques et gestion à l'Université de Kodougou. Merci professeur de répondre à notre invitation. Bonsoir. Avec nous également le docteur Daouda Zouré, il est économiste, auteur de ce livre, La modernisation du cadre budgétaire des pays de l'UEMOA, un modèle budgétaire africain. Vous êtes consultant pour des institutions comme la BAD et la Banque mondiale. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Le débat est ainsi donc placé. Le franc CFA, nécessité, monnaie de servitude. On en parle sur ce plateau, comme je l'ai dit, avec nos experts. Déjà, le doyen Pierre Claver Damiba, quand vous voyez aujourd'hui cette ébullition, cette polémique que ça suscite, le franc CFA, vous vous dites, c'est un débat qui vient tard ou... de mon point de vue, vous savez, la monnaie a peur d'une chose, c'est la précipitation, les manifestations et j'allais dire la dispersion. Je dis ça pourquoi? Parce qu'une monnaie comme le franc CFA figure dans la constitution des différents pays africains, des différents pays membres de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ensuite, il a un nom, il a un territoire, il a aussi une banque centrale. Par conséquent, il me semble que la monnaie ainsi encadrée, à la monnaie ainsi encadrée, il faut ajouter une chose extrêmement importante, c'est la confiance. Car la monnaie fonctionne parce que les gens y croient. Et si les acteurs de l'économie, les entreprises, les particuliers, les organisations de la société civile ne croient plus à une monnaie, ça joue sur le positionnement de cette monnaie sur le marché. Mais la question qui se pose dans notre cas particulier est de savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients du franc CFA. Quels sont les atouts du franc CFA, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. D'accord. Je voudrais donc proposer que ce débat puisse mettre le point sur les atouts et les faiblesses du franc CFA. C'est d'ailleurs la quintessence de ce débat. Mais déjà, professeur, sujet, question générale, quand vous voyez un peu l'ampleur que ça suscite aujourd'hui, le franc CFA, on s'est dit, pourquoi maintenant? Alors, pour dire c'est trop tard, pour moi, d'un point de vue technique, c'est même trop tôt. Le débat actuel qui concerne les citoyens lambda. Il faut attendre encore? Les citoyens lambda, ça concerne les citoyens lambda, c'est des faits économiques, et donc ça touche tout le monde. C'est normal qu'on en débatte, mais les réformes qui sont envisagées actuellement et qui disent qu'on... Alors, mais là encore, on va planter les deux corps, c'est de savoir, quand on parle de franc CFA, il y a lieu de faire la part des choses. Il y a le régime d'échange qui est fixe par rapport donc à l'euro, mais il y a aussi les arrangements monétaires entre les deux zones et puis le trésor français. Donc ça fait deux choses différentes. Maintenant, pour parler donc, comme le grand frère l'a dit, d'avantages et inconvénients, il convient alors d'adresser avantages et inconvénients en fonction donc de ces deux points que je viens de soulever. Et donc de ce fait, pour l'instant, du point de vue technique, je le dis bien, du point de vue technique, le débat est, c'est-à-dire sortir du franc CFA, c'est trop tôt, du point de vue technique. Maintenant, du point de vue politique, c'est autre chose. Docteur Zouré, sur ce débat, comment vous le voyez actuellement?
Bon, moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a 10 ans, personne ne s'intéressait à la question. Et que maintenant, il y a une effervescence. Ça veut dire que, en fait, il y a une prise de conscience au niveau des intellectuels et puis aussi au niveau des peuples. Donc, pour moi, je pense que c'est un éveil. Je dirais d'abord que la question de la monnaie, d'abord, elle est politique, elle n'est pas technique. C'est-à-dire, d'abord, c'est une question de souveraineté, comme la question de la défense, etc. Donc, d'abord, elle est politique avant d'être économique. Donc, une question de souveraineté. Comme le disait un président américain, donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays, je m'occupe de ses hommes politiques. Donc, pour placer le décor, donc, je pense que actuellement, c'est un sujet qui intéresse tous les Africains, en fait, que sur le plan politique, si on compare ceux que dès le début des indépendances qui ont quitté la zone franc, je me rappelle qu'en 58, et puis Sékou Touré a dit non, et les Français l'ont supplié de rester dans la zone. Donc maintenant, on pourra faire la comparaison entre ceux qui sont restés dans la zone et ceux qui ne sont pas restés dans la zone, voir leur évolution. D'accord. Si bien les avantages et les inconvénients. Alors, aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il y a un accord qui date des années 45, c'est bien ça. Alors aujourd'hui, Pierre Claver Damiba, quand vous entendez des gens dire, et ce débat est porté par notamment la société civile, vous avez aujourd'hui un front anti-CEVA qui vous dit que c'est une monnaie coloniale et qu'il faut s'en défaire. Eh bien, ma réponse consiste d'abord à dire asseyons-nous et échangeons. Et je voudrais d'abord vous indiquer quels sont les avantages du franc CFA. Le premier avantage du franc CFA, ce me semble, c'est que les États ont fait le choix du franc CFA. C'est un choix politique plausible. Et ils ont fait le choix depuis 1960, soit près de 60 années depuis les indépendances. Et ce choix politique me paraît important. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que le franc CFA, contrairement aux autres monnaies, n'a connu qu'une seule dévaluation en 1994. Et ensuite, un autre atout du franc CFA, c'est la stabilité monétaire et l'inflation. L'inflation est réduite dans la zone CFA à environ 2%. Or, au Ghana, l'inflation est de 15%, 20%, et en Guinée, je ne sais pas. Il y a même des pays qui connaissent des inflations de 40%. Et nous avons des inflations, un taux d'inflation de 2%. C'est quand même un gros atout. Et avec le franc CFA, un autre avantage, c'est que les pays du franc CFA ont accès de manière aisée aux devises pour financer leurs importations d'équipements, de biens et d'équipements qui rentrent dans le cadre dont bénéficie leur développement. Et il me semble aussi que si on prend la durée du franc CFA depuis 1945, je pense que le monde a traversé des difficultés, le monde a traversé des crises, et le franc CFA a tenu le coup. Par conséquent, il me semble qu'il y a là un immense atout. Et je vais dire quelque chose qui ne plaira peut-être pas. Le fait de bénéficier de la garantie de la France n'est pas non plus anodin. Car la garantie de la France, c'est la garantie d'une puissance qui permet au franc CFA d'avoir accès sur le marché des devises. Mais ça pose un problème de souveraineté. Ça pose effectivement un problème de souveraineté. C'est pour ça que, dans quelques instants, il faudrait que nous puissions voir quels sont les inconvénients du franc CFA. Car il y a beaucoup d'inconvénients et nous allons voir un peu de quel côté penche la balance. Choix politique, stabilité monétaire, disponibilité de devises, etc. Docteur Zouré, vous trouvez des avantages au franc CFA aujourd'hui? Bon, pour moi, en tant qu'économiste et puis bon, acteur, même en tant que consommateur, bon, si je remarque, si vous voyez, bon, le doyen a parlé de la stabilité, de l'inflation, ce qui est tout à fait vrai. Mais, si vous voyez, l'autre aspect, c'est que dans ces zones, ce sont des pays importateurs nets. Parce que lorsque vous avez une monnaie forte, vous n'arrivez pas à créer des instituts de substitution. Et ceux qui ont des monnaies plus ou moins
flottants, ils arrivent en fait à mettre en place des politiques industrielles qui puissent les permettre de créer des industries. Donc si vous prenez dans tous ces pays, le fait que notre monnaie ne soit pas flottant, ça crée des problèmes parce que les États ne peuvent pas entamer des politiques économiques suivant les situations. Si vous prenez le cas de la Chine, actuellement, leur monnaie est basse, est faible par rapport au dollar. Donc les Chinois peuvent en fait exporter facilement sur les marchés européens et américains. Et les Américains ne peuvent pas exporter vers ces pays-là. Donc si vous prenez même souvent, pour une petite anecdote, ma maman disait que quand elle partait au Nigeria pour faire le commerce, qu'elle voyait que si le cedi était bas, donc il partait faire le commerce. Que quand le cedi monte, le Naira monte, il ne part pas. Donc vous voyez, donc même au niveau de nos opérateurs qui n'ont pas été à l'école, vous voyez l'importance de la fluctuation de la monnaie. Bien qu'ils n'aient pas été à l'école, donc avec le commerce dans la zone, ils voient que lorsqu'il y a une fluctuation, souvent c'est avantageux. Donc c'est ça le problème de la zone franc. Donc ça veut dire que les pays sont des pays importateurs nets. Et l'industrialisation, toute politique d'industrialisation est très difficile lorsque vous n'avez pas une monnaie flexible. Et que lorsque vous n'avez pas le contrôle de votre monnaie. Et en fait, toute chose, la question de souveraineté d'abord est essentielle en ce qui concerne la monnaie. C'est très essentiel d'abord. La question est d'abord politique. Donc c'est ça qui est important. Je vais revenir par exemple sur la dévaluation. Il y a eu en 91. Moi j'ai fait une note au président à l'époque, en 91, pour dire qu'il y avait plus de 2500 milliards de francs CFA qui étaient vendus en Suisse avec une décote de 10%. Est-ce que cela est possible sans l'accord de la Banque de France? Vous êtes d'accord que ce n'est même pas possible. Donc, c'est ce qui a conduit, en fait, à la dévaluation. Donc, les pays, en fait, ne contrôlent pas leur monnaie. Et c'était, bien que la position officielle du ministre de la Coopération à l'époque était qu'il n'y aura pas la dévaluation, mais dans les faits, ils ont imposé la dévaluation en fabriquant du CFA près de 2500 milliards de francs pour vendre ensuite avec une décote. Donc vous voyez, lorsque vous n'avez pas la monnaie en tant qu'élément de souveraineté, c'est ce qui vous arrive. Donc en 91, et il y a eu la dévaluation en 91, j'ai attiré l'attention du président là-dessus et j'ai fait une note technique avec tous les arguments et les précautions que le Burkina devait prendre. Il y a 91, 94, et les gens n'auraient fait. Donc dans un pays, il faut qu'il y ait la réflexion. Tant qu'il n'y a pas la réflexion sur les questions, donc on est tout le temps surpris par les événements. Les gens réfléchissent. D'accord. Professeur, comme on l'a dit, c'est d'abord une question politique. Et le principal reproche, c'est bien cette question de manque de contrôle, le problème de souveraineté. En fait, ce qu'il faut comprendre, la monnaie, c'est un instrument de développement. On va créer une monnaie pour faire quoi? C'est pour réaliser un objectif. Et l'objectif, c'est le développement, c'est-à-dire l'amélioration continue des conditions de vie des populations. Est-ce qu'on peut créer le développement si on n'a pas la maîtrise de sa monnaie, justement? Effectivement, parce qu'il faut regarder l'histoire des faits économiques. Il a parlé donc de la Chine. La Chine a utilisé ce qu'on appelle le dumping monétaire. Il s'agit seulement donc de sous-évaluer donc la monnaie pour pouvoir faciliter, c'est-à-dire pour que les exportations gagnent en compétitivité prix. Je dis bien en compétitivité prix. Mais quand on parle de compétitivité prix, c'est des manufactures. La compétitivité prix ne concerne pas les produits bruts, le coton, le bétail. Ce n'est pas ça l'enjeu. La Chine a procédé donc au dumping monétaire et la Chine a réussi parce que tout simplement la Chine a d'abord profité d'un marché intérieur pour pénétrer le secteur des manufactures et après maintenant on peut aller combattre le concurrent à travers les prix. En ce moment, on a déjà gagné la compétitivité hors prix. Ça veut dire que vous avez quelque chose de très bonne qualité à vendre à l'extérieur.
Et maintenant, vous pouvez alors agir sur les variables qui permettent de gagner en communauté prix pour pouvoir vous écouler. Mais le cas présent, vous allez vendre quel est le produit qui fait concurrence sur le marché international? Répondez à la question. Donc, alors que je reviens sur les avantages que le grand frère évoquait, en fait, il ne faut pas mettre la charrue après Vous trouvez des avantages au franc CFA? La stabilité. Il a évoqué le cas de la stabilité macroéconomique, notamment l'inflation assez maîtrisée. Il y a donc on dirait même qu'il n'y a pas de volatilité d'échange. Et s'il n'y a pas de volatilité d'échange, ce qui veut dire, comme je l'ai dit dès le départ, l'union monétaire entre nous-mêmes, les 8 pays, là, l'objectif fondamental et ultime, c'est d'éliminer tout risque d'échange et de favoriser les échanges entre nous. Ce qui veut dire qu'on a créé des produits à échanger. Vous voulez que le Burkina puis le Niger échangent quoi? Dites-moi. Quel est le problème? Est-ce que le Burkina et puis le Niger a un problème monétaire? Mais vous voulez qu'ils échangent quoi? Donc, c'est des questions fondamentales. Pour moi, la monnaie est un instrument de développement. Au même titre que l'intégration économique régionale, ce sont des politiques, ça doit être ancré dans les stratégies de développement. La monnaie européenne a été construite après qu'on ait construit l'économie. Et nous avons fait des reproches en son temps. C'est de dire que comment vous voulez créer une monnaie sans une union économique? Donc, je rappelle que si vous voulez prendre les 5 phases, disons les 6 phases de l'intégration, vous devrez commencer par la zone de préférence douanière, la zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun. C'est à la 5e phase que vous mettez en place une monnaie. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, pourquoi on fait ces 4 phases-là avant de créer la monnaie? Parce qu'on veut que la monnaie soit sous-tendue donc par le réel. C'est ça l'intérêt. Donc, autrement dit, si aujourd'hui on profite de la stabilité et qu'on arrive donc à faire des investissements, à s'industrialiser, c'est-à-dire à avoir une compétitivité hors prix, c'est après tout cela qu'on va utiliser la monnaie comme l'huile dans un moteur. Il ne faut pas confondre le moteur et l'huile. Parce que vous écoutez certains, les anti-CFA aujourd'hui, c'est comme si c'est effectivement en ayant notre propre monnaie qu'on va créer le développement. Alors là également, il faut faire... Bon, je disais que au départ, j'ai dit il y a le régime d'échange qui est fixé par rapport à l'euro, qui est un cap. Et je dirais qu'il y a encore 45 pays dans ce monde-là qui ont un régime d'échange plus contraignant que le régime d'échange franc CFA euro. Prenez le cas donc des caisses d'émission. La caisse d'émission veut dire que si vous devrez créer votre monnaie locale, il faut que cette création soit couverte à 100% par les devises extérieures. Ça, c'est encore plus contraignant. L'Argentine vient de sortir de cette caisse d'émission il n'y a pas longtemps. Donc, il ne s'agit pas... C'est pourquoi je disais que... Maintenant, si vous voulez parler donc du compte d'opération. Tout à fait. Le compte d'opération, le grand frère citait les avantages. Notamment la convertibilité garantie. Mais il y a aussi le fait que, vous savez, la monnaie, comme il l'a dit, la monnaie n'aime pas le bruit. Si vous vous amusez donc à avoir donc, une monnaie qui est très faible, c'est-à-dire les cambis là, c'est-à-dire ils peuvent spéculer sur votre... Le Nigeria en sait quelque chose. Le Nigeria s'est fait extorquer des milliards donc, de réserves d'échange par des spéculateurs cambis. Donc tout ça, il faut que ça soit bien huilé. Et la gestion. Souvent, on reproche donc à nos dirigeants ce problème-là, c'est-à-dire cette insuffisance. Pour prendre un exemple illustratif, prenez les pays de la CEMAC. Il y a 18 mois de cela, c'était des pays qui applaudissaient parce qu'ils festoyaient, il y avait les pétrodollars. Mais comment pouvez-vous comprendre que 18 mois plus tard, ils soient incapables de couvrir un mois d'importation? Et vous comprenez, vous voyez le lien, non? On comprend maintenant pourquoi ils sortent pour dire que le problème, c'est le franc CFA. En fait, c'est très bien de sortir chaque fois accuser l'autre. Je dis, quand vous signez un accord,
chacun s'engage, nul n'est motivé en dehors de ses intérêts. Chacun signe un accord et il cherche à exploiter cet accord-là pour le bien-être de son peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on a des intérêts? C'est la grande question aujourd'hui. En fait, il y a des avantages, comme nous l'avons dit. Maintenant, il faut les exploiter. Il faut les exploiter. Pierre Claver Damiba, quand vous entendez par exemple que 50% de nos réserves de change se trouvent au niveau donc, du Trésor public français, ça choque, non, quand même? Eh bien, c'est un des inconvénients. Mais vous savez, avant, c'était 100%. Ensuite, on est descendu à 75%. Et maintenant, on est à 50%. Mais lorsqu'on regarde les autres inconvénients du franc CFA, je tends à considérer que le franc CFA n'est pas à la vérité une monnaie, au sens que l'on donne dans la macroéconomie. Le franc CFA est une unité de compte. Pourquoi? Parce que, à mon point de vue, la vraie monnaie, c'est l'euro. Avec la monnaie de l'euro, le franc CFA a un taux fixe. Le deuxième inconvénient, c'est quoi? C'est que vous vous baladez dans le monde avec le franc CFA, personne ne connaît le franc CFA. Car le franc CFA ne figure pas sur le marché du foreign exchange market, c'est-à-dire le marché des devises étrangères. Le franc CFA n'y figure pas. Et par conséquent, la fixité du taux maintient de la rigidité dans les politiques monétaires, sans donner, à mon point de vue, assez de flexibilité. C'est pour ça que certains disent que le franc CFA est encastré dans le marbre de la parité entre l'euro et le franc CFA. D'un autre côté, il y a des spécialistes aussi qui disent que l'euro, en tant que monnaie forte, agit comme une taxe sur les exportations des pays et comme une subvention sur les importations, ce qui rend difficile l'obtention de l'équilibre de la balance commerciale. C'est un autre inconvénient. L'autre inconvénient, c'est quoi? C'est que, et le professeur le disait tout à l'heure, le franc CFA favorise l'extraversion. Ça veut dire quoi? Si on regarde nos économies, il disait tout à l'heure, qu'est-ce que le Niger peut vendre au Burkina et qu'est-ce que le Burkina peut vendre au Niger? Et à mon point de vue, une des réponses, c'est quoi? C'est que nous sommes tous membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et que dans le cadre de l'OMC, lorsque vous produisez, lorsqu'une industrie produit un élément plus cher qu'une industrie similaire dans un autre pays, vous devez cesser de produire. Par conséquent, l'OMC est un handicap à notre industrialisation. Et je pense que, tout comme le Japon a négocié avec l'OMC l'exception japonaise, nous devrions pouvoir négocier avec l'OMC l'exception de développement, qui nous permet de d'élever les barrières douanières pour protéger nos industries naissantes, de manière à pouvoir atteindre un point où nous pourrons concurrencer les produits chinois. Et je dis aussi une autre chose. Tout à l'heure, vous disiez que 50% des avoirs extérieurs sont déposés au Trésor français, c'est vrai, mais l'inconvénient qui me paraît devoir être noté, c'est que quand moi j'étais administrateur de la BCEAO, à l'époque, ça fait déjà quelques dizaines d'années, à l'époque, la BCEAO pouvait émettre de la monnaie pour financer une partie des déficits budgétaires des États. Aujourd'hui, je crois que cela n'est plus possible. Alors, si nous avons une monnaie et une banque centrale qui ne peut pas contribuer à résoudre le problème des déficits budgétaires des États, comme cela se fait dans tous les pays, la question se pose. Et ça me paraît être un inconvénient majeur. Et un autre inconvénient, c'est quoi? C'est que de nombreuses études que j'ai lues ont mis en évidence que le taux du franc CFA aujourd'hui est relativement surévalué, d'environ 10%. Par conséquent, la conclusion serait qu'il faut regarder ça et voir comment on peut ajuster
le franc CFA avec un bon niveau. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas la monnaie ne se discute pas dans le brouhaha. C'est des techniciens, comme a dit le professeur, qui doivent se réunir et balancer les avantages et les inconvénients et relever les incertitudes, relever les problématiques et résoudre le problème. Car la monnaie a peur d'une chose, c'est les manifestations de rue et les incertitudes. Ça vous dérange qu'au niveau de non-tacticiens, on se mêle actuellement au débat? Non, ça ne me dérange pas en tant que démocrate. Mais je veux ramener la monnaie là où elle est, et je suis d'accord avec le professeur, que la monnaie est un outil technique au service du développement. C'est un outil technique au service du développement. Et mon ami Zouré, lui, il est plus politique que moi. Lui, il voit plutôt les aspects souveraineté de la monnaie. Moi, je vois l'aspect technique de la monnaie. Cher ami. Docteur Zouré, justement, la question, elle est là, c'est la question de l'arrimage à l'euro. Pour beaucoup d'Africains, c'est un problème. Non, pour rebondir en fait aux différentes interventions, je dirais que en fait, que si on regarde, quand on parle de stabilité dans la zone, dans tous les pays qui ont leur monnaie, je peux dire que tous ces pays qui ont leur monnaie, il y a une certaine stabilité. L'inflation est bien maîtrisée. C'est-à-dire, actuellement, la question de l'inflation... Vous venez de rentrer de Guinée, c'est le cas? Oui, même vous prenez même des pays comme le Ghana, ou bien la Tunisie, ainsi de tous ces pays-là, vous voyez que, en fait, si vous voyez les prix, c'est-à-dire la question, c'est un peu plus la question de l'inflation actuellement, à part quelques pays, par rapport à la monnaie, l'inflation est maîtrisée. Mais ce qui se pose, c'est-à-dire la monnaie, en fait, dans les pays de la zone franc, empêche d'avoir des politiques économiques. Tant que tu n'as pas une politique économique et que tu gères seulement, en fait, excusez-moi, que nos ministres, ce sont simplement des caissiers, et qui n'arrivent pas à avoir l'instrument monétaire. Lorsque vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas entreprendre le développement. C'est ça que je dis. Vous ne pouvez pas entreprendre le développement tant que vous n'avez pas le levier économique. C'est-à-dire, pouvoir fixer, par exemple, un niveau de taux au niveau du crédit, par exemple. Si vous n'avez pas un niveau de taux, par exemple, je veux développer tel secteur. À travers ma banque centrale, je vais fixer le taux à tel niveau et pour que je puisse développer ce niveau. Et puis maintenant, jouer sur la monnaie. Tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez même pas entreprendre le développement, avoir le démarrage économique. C'est ça qui est très dangereux. C'est pourquoi, si vous prenez la différence entre les pays qui ont leur monnaie et ceux qui n'ont pas leur monnaie, ça veut dire que nous sommes des importateurs nets. Ils ont pu avoir un début d'industrialisation. Donc, en fait, si vous n'avez pas l'instrument monétaire, c'est très très important. J'ai l'impression qu'avec le procès, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur. Donc vous semblez mettre la monnaie au devant. La monnaie est devant parce que, en tant qu'instrument de politique économique, lorsque vous n'avez pas ça, donc c'est très difficile. C'est ce qui arrive, je pense que c'est ce que le doyen vient de dire, tout ça. C'est l'essentiel du développement. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire l'industrialisation. Et aussi, vous ne pouvez pas avoir des industries compétitives. Le Burkina, actuellement, qu'est-ce que le Burkina, le taux de crédit, c'est combien? C'est 10, 12%. Jusqu'à 14%. Quelle industrie tu veux développer dans ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous reprenez, par exemple, en Tunisie, ils ont la banque, ce qui est le taux monétaire moyen mensuel, qui est fixé par la banque centrale. Tu veux souvent 2%. Qui prêtent l'argent aux banques commerciales à 2,5%. Et puis maintenant, les consommateurs vont négocier peut-être à 3%. Donc vous voyez, donc vous n'avez pas cet instrument économique. C'est pourquoi je dis que nos ministres sont très très limités en matière de... C'est-à-dire, n'ont pas de politique économique. On n'a pas de politique économique. On gère les caisses. On a les recettes et... Bon, on a des caissiers. Non, excusez-moi. Oui. Bon, disons... Excuse-moi, il y a une confusion qu'il faut éviter. Il y a les variables financières et les variables monétaires. Le taux d'intérêt dont vous parlez, c'est une variable financière. C'est qu'on donne quand vous partez pour prendre de l'argent dans une banque commerciale.
Mais tout le monde sait que cette variable taux d'intérêt, elle est fondamentalement liée à l'environnement des affaires et l'individu qui est en face du banquier. Si vous avez des individus qui ont un comportement de délinquant, il n'a pas de comptabilité, il n'a rien, la délinquance en affaires, le risque est systématiquement élevé et donc comme le taux d'intérêt est indexé au risque, naturellement les taux d'intérêt seront élevés. Donc, mais si vous voulez qu'on fasse la comparaison des taux d'intérêt en tant que variable monétaire, on regarde les taux d'intérêt libellés par la BCEAO, la Banque de Tunisie, la Banque du Ghana. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, mais est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui que les taux d'intérêt fixés par la BCEAO sont relativement plus élevés que les taux d'intérêt fixés par la Banque centrale tunisienne? Ce n'est pas évident. Maintenant, si vous regardez les taux d'intérêt sur les prêts, ça c'est une variable financière à part. Et ça, ce n'est pas déterminé par la quantité de monnaie, mais c'est plutôt par d'autres facteurs réels. C'est pourquoi nous disons les réformes. Les réformes sont fondamentales pour lever les goulots d'étranglement, pour financer l'économie. Aucune banque, je vous dis, aucune banque ne va vous faire un taux d'intérêt, un prêt au taux d'intérêt, même si c'est 100%, si elle sait que vous n'allez pas rembourser. Même si vous lui dites que vous allez rembourser avec 100% d'intérêt, là, elle va pas donner ce crédit si. Donc c'est une question de risque. Et c'est pourquoi, quand nous parlons donc d'assainir l'environnement des affaires, de faire ces réformes donc, qui sont réelles, c'est fondamental. Maintenant, l'autre aspect, c'est ce que je disais, quand on parlait de la monnaie comme instrument, en ce moment, la monnaie est un instrument de politique macroéconomique. Or, la politique macroéconomique est d'emblée conjoncturelle. Ça, c'est la stabilisation. Quand on parle de... Tout à l'heure, on discutait donc des modèles de croissance économique. Quand vous prenez une fonction de croissance économique, quels sont les arguments qui sont à l'intérieur? C'est des variables réelles. C'est le stock de capital, c'est la population, c'est le capital humain, c'est la gouvernance. C'est rare de prendre une fonction de production, vous allez voir la variable monétaire là-bas. C'est systématique. Donc c'est pourquoi nous nous disons, mettons l'accent sur les réformes réelles qui doivent permettre donc de mettre cette fameuse industrie dont on parle. Maintenant, quand on aura cette industrie, la monnaie est utilisée comme huile pour... Et quand l'histoire, encore je reviens sur l'histoire, les pays asiatiques, même pas les pays asiatiques, les pays que nous avons actuellement, les pays de l'OCDE qui ont adopté le régime flexible, on l'a fait depuis, c'est à partir des années 73. Quand on s'est buté donc aux inconvénients donc du change fixe. Parce que lorsque vous êtes développé et vous avez donc des flux de biens et de marchandises qui sont très importants, en contrepartie, vous avez des flux donc de capitaux. Et donc, les volumes importants d'échanges créent une certaine volatilité. Et si vous mettez un régime de change fixe, elle ne sera pas crédible. C'est pourquoi il faut aller à la flexibilité. Donc, c'est pour dire, et j'insiste toujours, que le choix d'un régime de change dépend du niveau du développement. Et on utilise un régime de change fixe ou flexible parce qu'on a atteint un seuil de développement donné et on veut encore booster. Pour vous, c'est le développement et la monnaie après? C'est clair. Oui, oui, allez-y. Je pense que, je ne sais pas si c'est mon ami le docteur Zoré ou le professeur qui l'a dit, nous devrions considérer dans cette problématique du franc CFA un certain nombre de scénarios. J'avance 2 scénarios. Le premier scénario, c'est que, compte tenu de la situation des politiques dans la zone, on peut dire on va demeurer dans le statu quo, mais avec un certain nombre de réformes. La première réforme, c'est quoi? C'est changer de nom. Bon, le changement de nom, c'est purement formel. Non, c'est formel. C'est très important. D'accord, ok. Parce que le nom, déjà, il est injurieux. Le nom, voilà. Parce que c'est injurieux. Non, c'est-à-dire, il est injurieux d'abord. C'est pas que la dimension politique est très importante. CFA, c'est injurieux. Voilà. Donc, on change de nom et on trouve un nom qui convient un peu à tout le monde et on quitte le concept franc. Le concept franc n'est pas un concept africain. Ouais. Donc, on change de nom, premier point. Et deuxième point, on devrait autoriser la BCEAO à émettre de la monnaie pour financer une partie des déficits budgétaires des pays membres. Deuxième point. Et le troisième point, on devrait pouvoir négocier, ça c'est les aspects
financier, la BCEAO devrait jouer un rôle important pour que chacune des banques qui opèrent dans la zone CFA mettent en place à leur niveau des fonds de capital risque. C'est quoi un fonds de capital risque? C'est un fonds, et le cas est très développé en Tunisie, où le président a réuni à l'époque les 32 banques pour les mettre à demeure de créer ces fameux fonds de capital risque. C'est un fonds qui permet à la banque d'accompagner une PME-PMI, surtout les PMI, au niveau des fonds propres, au niveau du capital. Le fonds de capital risque prend le risque avec le promoteur et de trois choses l'une. Ou l'entreprise échoue, auquel cas le fonds de capital risque aura échoué avec l'entrepreneur, ou l'entrepreneur rachète la part du fonds de capital risque dans son capital, ou si l'entrepreneur ne peut pas racheter, le propriétaire du fonds de capital risque, la banque, peut chercher un partenaire au niveau du marché. Si nous arrivons à avoir un scénario qui opère dans cette direction-là, ça me paraît être un scénario minimum. Mais j'ai un deuxième scénario que je vais développer. Ça consiste en quoi? Tout à l'heure, le docteur disait qu'une seule devise, et puis d'ailleurs le professeur, qu'une seule devise ne donne pas de la flexibilité. C'est évident. Nous sommes encastrés dans le régime de change à taux fixe, nous sommes encastrés. Il n'y a pas de flexibilité. Si nous voulons introduire de la flexibilité, la solution est connue. Il faut ajouter à l'euro, le dollar, il faut ajouter le yuan, il faut ajouter le yen, il faut ajouter la livre sterling. Il faut créer un panier de devises qui va permettre à l'unité monétaire de varier. Vous voyez, de varier en fonction des conditions du marché. Donc ça, c'est un premier point. Dans mon deuxième scénario. Le deuxième point dans mon deuxième scénario, c'est quoi? C'est qu'alors, en ce moment, si ce deuxième scénario est considéré, il faudrait que la majorité des avoirs extérieurs, sinon la totalité des avoirs extérieurs, soit gérée par la Banque centrale, ce qui n'est pas encore le cas. Et que, en plus de ça, la Banque centrale puisse poursuivre et approfondir les réformes qui permettra de trouver de la compétitivité au niveau, et la créativité surtout, des différentes PME, PMI dans la zone. Or, aujourd'hui, quand on regarde notre territoire, je lisais dans un rapport de la Banque mondiale que l'aide publique au développement, dont sur lequel nous comptons beaucoup, est statistiquement négligeable pour la croissance. Ça veut dire quoi? Quand on donne 1 milliard à notre pays, qu'est-ce qu'on peut acheter au niveau de notre pays en termes de fourniture et d'équipements produits localement? Il n'y en a pas. Par conséquent, on achète ça à l'extérieur. Donc l'aide publique au développement est statistiquement négligeable pour notre croissance. C'est pour ça qu'on échangeait tout à l'heure librement. Il faudrait qu'on puisse reconsidérer les théories de la croissance dans notre région en donnant par exemple une préférence aux théories de la croissance endogène. D'accord, docteur. Ça doit peut-être commencer par là, ces avoirs extérieurs, déjà les avoirs. Bon, comme l'a dit en fait le doyen, en fait, il vient de montrer qu'en fait, notre banque centrale ne gère rien. En fait, c'est une boîte à lettres. Bon, donc, si on ne revient pas en fait au principe même des banques centrales, bon, donc cela sera très très difficile. Pour moi, tant qu'il n'y a pas cette flexibilité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cadre le monde a évolué. Nous sommes dans un cadre de la globalisation de l'économie. Actuellement, le monde est globalisé et la compétitivité est très 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 importante. Donc, pour vous, il faut régler cette question de fixité? Non, lorsque vous n'êtes pas compétitif sur le marché, devant avoir des politiques indépendantes par rapport aux circonstances. Parce que le monde, chaque fois, vous avez des aléas, des chocs, etc. Donc, tant que vous n'avez pas cette flexibilité pour pouvoir répondre aux chocs actuellement, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir vous industrialiser. Si vous prenez la zone franc, vous allez voir, par rapport aux autres, nous sommes déficitaires en matière en fait, de balance commerciale. Parce que nous sommes des importateurs. Nous sommes déficitaires, vous prenez la zone franc. Nous sommes déficitaires en matière de balance commerciale. Parce que on n'arrive pas à produire. On est des importateurs nets. Donc c'est pourquoi
Je pense que... C'est pour cela que le professeur dit qu'il faut d'abord booster le développement. Non, le développement, c'est quoi? Le développement, c'est quoi? D'abord, pour moi, le développement, il a plusieurs aspects. C'est-à-dire, il a d'abord politique. Quelle est ma vision du développement? Donc, c'est le politique qui va donner maintenant les instruments de développement. C'est ça la question. C'est la vision qu'on transfère maintenant en question de développement. Qu'est-ce que j'ai comme vision de la société? C'est ça que tu transformes maintenant en instrument de développement et puis en mettant en compte des politiques monétaires, des politiques économiques. Et pour vous, cette vision, ça inclut cette souveraineté monétaire? Mais si vous n'êtes pas souverain dans le monde, c'est dangereux. Si vous n'êtes pas souverain, c'est dangereux. Si quelqu'un détient, je vous ai donné la question, c'était concret, c'est en 91, je vous ai donné le cas que j'ai vécu, où j'ai écrit au chef de l'État que les spéculateurs français ont vendu pour 2500 milliards de francs CFA avec une décote de 10%. Et ce n'est pas possible sans l'accord de la Banque de France. Donc ça veut dire qu'ils ont fabriqué des CFA, mettre sur le marché. Voilà, ils ont conduit à la dévaluation. Qu'est-ce que toi tu peux faire tant que tu ne contrôles pas ta monnaie? Donc voici un exemple concret, lequel moi j'ai écrit. J'ai donné une note technique et qui a été transmise au Premier ministre à l'époque, en 91, et la dévaluation a eu lieu effectivement en 94. Bon, donc, ce sont des faits, en fait, concrets. Disons que, lorsque vous n'avez pas, en fait, cette souveraineté, donc, qui fixe, en fait, les objectifs du développement, c'est le politique. Bon, la Banque centrale derrière, maintenant, la Banque centrale. Donc, c'est le politique qui détermine, en fait, toutes les politiques qui sont derrière, qu'elles soient économiques ou monétaires, ça relève du politique et d'une vision, en fait, des questions de développement. Aujourd'hui, professeur, c'est vraiment une question de vision. Oui. Vous venez à parler, en fait, il y a des aspects techniques qu'il faut mettre en place, il y a des conditions, il y a des préalables, c'est vrai qu'il faut aller vers les préalables. La question de la monnaie est très sensible. On ne peut pas aller, créer la monnaie sans mettre en place un certain nombre de préalables, comme l'a dit le doyen. Là, je souscris. Alors, c'est cela, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est ce manque d'audace, de vision politique qui permet, par exemple, de faire cette déconnexion avec l'euro, professeur. Non. Dire que nos dirigeants n'ont pas de vision, quand même, ça aller trop loin. Quand un président dit que je veux que mon pays soit émergent d'ici à 2025, vous voulez quelle vision? Maintenant, il revient aux techniciens d'utiliser tous les instruments pour réaliser cette vision. Et la monnaie en fait partie des instruments. OK? Donc, dire qu'on n'a pas de vision, non, c'est quand même, je pense que c'est trop poussé. Maintenant, je vais peut-être réagir par rapport aux propositions donc, du grand frère. Effectivement, les réformes qu'on peut envisager, il parlait des réformes financières. Tout à fait. Les réformes financières, c'est très important. Maintenant, souvent, on se pose la question entre la finance et le développement, qui précède qui? C'est la grande question. C'est la grande question. Donc, il y a beaucoup de travaux qui montrent que les deux s'auto-entretiennent, en fait. Ce qui veut dire que si vous voulez créer de nouveaux produits d'épargne, si vous voulez mettre en place des SICAV, avec des taux d'épargne privés relativement bas, c'est très difficile que ça réussisse. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il a parlé donc de l'apport donc de la Banque centrale pour les trésors, les avances que la Banque centrale faisait pour financer les déficits. En fait, c'est du seigneuriage. Alors, on a estimé à partir de 89, si ma mémoire est bonne, qu'il faut procéder à des réformes et puis faire de la Banque centrale une banque centrale, je veux dire orthodoxe, qui est indépendante, qui a un objectif qui est la lutte contre l'inflation. Mais pourquoi la lutte contre l'inflation? Parce que tout simplement, si vous arrimez votre monnaie à une monnaie forte, vous êtes obligé d'avoir les taux d'inflation aussi proches que possible de cette zone d'encre. Mais c'est le débat qui est là aujourd'hui, maintenant, cet arrimage. Quand on arrime, c'est pour dire quoi? Vous savez, il y a un adage qui dit un individu ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser la monnaie pour
avoir une inflation faible, de telle sorte à être proche du taux d'inflation de la zone euro, et en même temps utiliser cette monnaie pour le développement. Donc choisissez. Donc si c'est en termes de régime d'échange, si on choisit donc un régime d'échange fixe, d'emblée, on est obligé de suivre une politique monétaire qui est proche de celle pratiquée dans la zone euro. C'est-à-dire des taux d'inflation qui avoisinent 2%. Mais en ce moment, comme on a un seul instrument, il faut un seul objectif, on ne peut pas utiliser le même instrument pour atteindre d'autres objectifs. Mais pourquoi arrimer? Et nous revenons alors aux avantages qu'on avait cités. L'autre élément, il a parlé donc des paniers, d'un panier donc de monnaie. Bon, malheureusement, l'expérience a montré que c'est difficile à gérer. Pour un seul pays, d'abord, à plus forte raison pour 8 pays qui partagent une monnaie. Parce que n'oubliez pas, quand nous parlons, les gens sont dans du sensationnel. Vous avez un pays qui a sa propre monnaie, Sierra Leone, et 8 pays qui partagent la même monnaie. C'est très différent. C'est une autre problématique à part. Donc, quand vous voyez les secousses que la zone euro a vécu tout dernièrement, ça c'est un problème qui est intrinsèquement lié à ce qu'on appelle les zones monétaires. Quand une zone monétaire est composée d'une hétérogénéité d'économie, pour partager la même monnaie, c'est très compliqué. Il faut alors des règles qu'on doit respecter pour que cette monnaie soit viable. Dans le cas contraire, ça ne marchera pas. Donc, quand nous parlons de panier de monnaie, pour une seule économie, même ça pose difficulté. Et il y a beaucoup d'écrits qui disent qu'il vaut mieux choisir les extrêmes. C'est-à-dire, soit vous êtes dans un régime fixe ou dans un régime flottant. Et en ce moment, on vous dit, à partir de tel seuil de développement, alors vous allez pouvoir aller dans le régime d'échange flottant. Mais les régimes hybrides ont montré leurs limites. Ça, effectivement. Donc, c'est pour dire que le panier de monnaie, même pour un seul pays, ça peut, à plus forte raison pour l'union monétaire. L'autre élément donc de réforme que nous pouvons regarder, quand même, c'est d'actualité, c'est d'aller vers la monnaie unique CEDEAO en Afrique de l'Ouest. Et encore, c'est le même débat qui est posé. On va choisir d'ancrer notre monnaie CEDEAO là, à un panier de monnaie ou à une devise forte comme le dollar, ou est-ce qu'on va choisir un régime d'échange flexible? Cette question-là, personne n'a. Maintenant, ce qui est préalable que nous sommes en train de discuter actuellement, c'est les conditions qu'il faut remplir même pour partager la même monnaie. Ça veut dire qu'il faut que les pays convergent en matière de pratiques de politique budgétaire, en matière de pratiques donc d'inflation, en matière de préférence même en termes de production de biens publics, c'est-à-dire il y a des gens qui vont avoir donc des masses salariales sur des recettes fiscales de 70% et il y en a qui sont à 25%. C'est très compliqué. Si vous n'avez pas harmonisé, c'est très compliqué que la monnaie soit viable. Il faut une convergence économique. Il faut forcément une convergence nominale. Et je précise, la convergence nominale est en principe préalable à la convergence réelle. Ça, c'est important. Et voyez-vous, pendant que des hommes et des femmes manifestent en toute honnêteté, en toute intégrité contre le franc CFA, pendant ce temps, il y a des épargnants qui transfèrent leurs épargnes de la zone CFA vers la zone euro. Donc, et cela se fait de manière de plus en plus accélérée. C'est-à-dire les plus gros épargnants ne gardent plus leur monnaie en franc CFA car ils ne savent pas, car ils paient sur le franc CFA une grande incertitude et ils virent leurs épargnes de la zone CFA vers des zones extérieures. C'est un très grand risque que nous vivons. Mais il y a aussi un point, je pense, qu'il faudrait que nous constations, c'est que le contexte qui existait au moment des indépendances, au moment où on instaurait le franc CFA constitutionnellement comme monnaie des 8 pays, ou à l'époque c'était les 6 pays, ensuite c'était les 8 pays, eh bien, ce contexte n'est plus le même aujourd'hui. Et il faut en tenir compte. Voyez-vous, et là, je rejoins mon ami, et là, c'est de la politique. Il faut en tenir compte et dire, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que qu'est-ce qu'on fait? La réponse ne peut être donnée que par les États membres de la zone franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, à titre d'exemple, en rapport avec la France et en rapport avec le Fonds monétaire international. Il faut donc un groupe large pour regarder, n'est-ce pas, comment se comporte le franc CFA, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et qu'est-ce qu'on peut proposer qui soit raisonnable. Car le drame, à mon point de vue, et ce serait un immense drame,
c'est que l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, puisse éclater. Si l'Union monétaire ouest-africaine venait à éclater, ce serait un immense recul pour chacun des pays membres. Car il ne faut pas se faire des illusions. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont 60% des activités de l'UMOA. La Côte d'Ivoire à 40%, je crois, et le Sénégal à 20%. Et le reste, 40%, ce sont les 6 pays qui se les partagent. Par conséquent, les gros de la zone CFA en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire en premier lieu, 40%, et le Sénégal 20%. Par conséquent, il faut aussi tenir compte de cette géopolitique pour prendre une décision. Alors, c'est une réflexion. On rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous joindre sur le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran pour peut-être poser des questions à ces spécialistes qui sont sur le plateau ou apporter des contributions. Hein, c'est aussi possible. Docteur Zouré, la question pour les souverainistes aujourd'hui, il est clair. Il faut vraiment se déconnecter si véritablement l'Afrique veut prendre l'envol économique. Bon, moi, je pense qu'au-delà des questions techniques, moi, je pense qu'actuellement, la question technique ne se pose pas. Tout Africain aujourd'hui a les compétences. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays, au Rwanda, dans tous ces pays. Les compétences sont là pour gérer une monnaie. La question n'est pas là actuellement. Il y a les compétences en Afrique pour gérer des monnaies. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, tout de suite et maintenant, d'aller vers notre propre monnaie? Vous avez là la sous-région. Ou alors il faut une approche graduelle? Non, vous avez la sous-région. L'exemple est là, dans la sous-région, où il y a les compétences. Vous avez le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, la Gambie, le Cap-Vert. Ce sont des pays très bien gérés. Et si vous voyez, en matière d'indice de développement, ce qui est important pour moi, la finalité, quand on dit développement, vous voyez les indices de développement humain. Par rapport à la zone franc, vous voyez, lorsque vous avez le classement mondial, quels sont les pays qui sont en arrière? Ce sont les pays qui sont dans la zone franc. Et ça, c'est la faute à la monnaie? Oui, parce que lorsque vous n'arrivez pas à industrialiser un pays, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de développement. C'est ça la question. Le développement se passe par l'industrialisation. Donc, et lorsque vous n'arrivez pas à atteindre ce niveau, même, je dis, vous avez posé le problème de la zone. Je pense qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs que la zone euro actuellement. Parce que la zone euro, pour moi, c'était une erreur. Lorsque vous ne mettez pas en place une politique commune et que vous mettez en place une monnaie commune, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a le blocage au niveau de la zone euro. La politique, lorsqu'il y a des politiques différentes aujourd'hui qui font que les Européens n'arrivent pas à s'en sortir. Donc il ne faut pas que nous puissions faire les mêmes erreurs que la zone euro actuellement. D'accord, on revient à vous dans un instant. Il y a un téléspectateur qui est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur Justin Bonkongo. Justin Bonkongo. Oui. Vous nous appelez de Ouagadougou? Tout à fait. D'accord, je vous écoute. D'accord. D'abord, permettez-moi de saluer cette initiative. Merci. Parce qu'elle permet d'éclairer la lanterne de plus d'un. Et ceux qui sont beaucoup excités par rapport à cette question de la sortie des pays de la CEDEAO du CFA. Alors, je voudrais juste dire que aucun pays n'est indépendant lorsqu'on veut réellement analyser ce que c'est que l'indépendance. Tous les pays sont imbriqués l'un dans l'autre. Tous les pays dépendent l'un de l'autre. Nous et de retour, nous gagnons de l'argent pour pouvoir développer nos pays ici. Donc, pour dire aujourd'hui, moi je trouve que c'est un faux débat, et également ceux qui sont excités du fait que les retards de l'Afrique, ou soit du Burkina Faso, s'expliquent du fait que nous sommes de la zone CFA. Je dis que c'est faux et c'est archi faux. Si nous voulons d'abord nous affranchir, il faudrait qu'on abandonne la langue française. Ça, c'est la chose. Donc, ne parlons plus les français. Puisque notre langue, c'est une langue coloniale. Et je voudrais dire, même les vestes que nous portons, c'est-à-dire, les gens souvent cherchent des camarades. Soyons logiques avec nous-mêmes. Ce n'est pas ces francs CFA. On peut négocier afin qu'on puisse augmenter la puissance de ces francs CFA. Là, je suis d'accord. Si vous voulez aujourd'hui qu'on reparte à zéro, déjà avec les francs CFA,
où sommes-nous? Si on doit l'abandonner, ça veut dire qu'il faut recommencer tout à zéro, revoir également notre positionnement géopolitique et également financier, économique et avancer. À ce moment, les autres pays qui ne sont pas de notre zone-là seront à quel niveau de développement? Il faudrait à un certain moment qu'on dépassionne les débats, qu'on analyse les choses à froid. Là, on pourra mieux se comprendre. Ceux qui se targuent aujourd'hui et qui veulent que nous sortons de cette zone CFA-là. Moi, je suis panafricaniste, hein, mais il y a un danger que nous allons courir. Tant que les choses ne vont pas arriver au moment opportun, nous risquons de nous faire du mal. Voilà pourquoi je dis, l'empressement soit l'impatience pour certaines personnes à payer à prix d'or des crânes de chiens. Il faut se patienter, le moment viendra et s'il y a lieu que nous arrivons et que nous nous suffisons, c'est-à-dire à travers même nos ressources naturelles, si on peut se développer en nous appuyant sur ça, on peut essayer de voir est-ce qu'il faut trouver une monnaie propre à notre pays. Merci. À notre continent, à la zone CEDEAO. Merci. Donc, je soutiens le fait qu'on puisse rester d'abord et analyser ou soit voir les tenants et les aboutissants. Donc, merci encore. On a compris votre position. Merci. Merci, M. Bokongo. Justement, pour lui, hein, c'est assez risqué d'aller tout de suite vers cette déconnexion. Peut-être qu'il est panafricaniste, l'a-t-il dit, mais il faut être dans une vision beaucoup plus graduelle, prendre le temps de mûrir la réflexion. Oui, bon, effectivement, c'est ce que je disais dès le départ. Mais ce qu'il dit qui est très important, c'est qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Aujourd'hui, quand je dois raisonner, je dois me dire, mais si je fais face à un Chinois, on doit faire une concurrence, compétition. Comment dois-je faire pour être aussi, voire plus compétitif que lui? Il dit que personne ne peut vivre de façon cloisonnée. C'est irréversible, c'est une donnée. Quand les gens crient l'impérialisme est une donnée. C'est peut-être l'histoire du franc CFA qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette... Mais alors, comme il le dit, vous voulez qu'on arrête, on déconstruit tout, on reprend à zéro, et comme il y a l'impérialisme, on arrête d'abord on va finir de lutter contre l'impérialisme, et ensuite on va... Non, c'est une donnée. Presque tous les pays en développement aujourd'hui ont été colonisés à un moment donné. La question qui se pose, lorsque vous êtes dans un environnement comme ça, qui est une donnée, comment vous allez faire pour vous en sortir? C'est ça la question de fond. Et il dit alors, en ce moment, on ne doit pas fuir la réalité. La réalité est là. On est dans un monde globalisé. Est-ce que notre monnaie que nous avons actuellement permet donc de gagner beaucoup plus, je veux dire, un avantage par rapport donc à si... Parce que les gens crient on sort, mais vous sortez comment? Individuellement ou en groupe? Mais si vous sortez en groupe, le grand frère a posé une problématique fondamentale. Si vous sortez en groupe, qu'est-ce qui prouve que la Côte d'Ivoire qui soutient en fait, parce qu'on ne l'a pas dit au début, un des principes fondamentaux donc de la zone franc, c'est qu'il y a une centralisation donc des réserves d'échange et une mutualisation de ces réserves d'échange. De telle sorte que si le Burkina Faso a un déficit, le Mali a un déficit, la Côte d'Ivoire présente des excédents et quand on fait la somme, on arrive à gérer la monnaie. Donc si vous dites sortons, mais ce qui est étonnant, les gens ne disent pas, mais on sort, on fait comment? On sort, le Burkina crée sa monnaie, le Mali crée sa monnaie, la Côte d'Ivoire crée sa monnaie. C'est ça la solution? Si c'est ça la solution, on va revenir 60 ans en arrière. Deuxième élément, si on doit sortir en groupe, je vous rappelle que j'ai dit, la monnaie CFA a survécu de 1945 jusqu'en 1994 sans les conditions économiques. C'est de l'envers en économie. C'est-à-dire on crée les conditions économiques et puis la monnaie vient. On ne fait pas l'inverse. Et si tel est le cas, pourquoi alors le franc CFA a survécu? Parce qu'il y a un gendarme. Le gendarme là, c'est qui? Le gendarme, c'est qui? C'est la France. C'est la France. Ce qui veut dire que si cette il n'y a relation, pas, elle est importante pour vous? Ah oui, s'il n'y a pas... Parce que il ne faut pas se leurrer. Vous pensez que la solidarité entre nos pays est assez importante pour qu'on puisse
gérer une monnaie commune pour que la Côte d'Ivoire puisse soutenir les déficits des autres pays. D'accord, on revient à vous dans un instant. Un téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. C'est monsieur? Monsieur Sawadogo. Monsieur Sawadogo, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Ouagadougou. De Ouagadougou, on vous écoute. Voilà, merci, c'est juste pour participer à l'émission. Je vais faire l'économie de toutes les questions un peu techniques, peut-être que je ne maîtrise pas trop. Je vais peut-être donner une remarque de tout ce que je viens d'entendre sur votre plateau. Je vois que c'est un peu la peur. Voilà, j'ai écouté une émission la fois dernière, si je me rappelle très bien, c'est sur BF1. Les gens ont peur des problèmes que la sortie du franc CFA va susciter. Et bon, je suis d'accord avec Hervé qui a dit sur une émission, il faut accepter affronter ces problèmes-là. Nous n'allons toujours pas traîner parce que nous, si nous sortons, on ne pourra pas boire une bière. Bon, si nous sortons, non. Il faut que nous, les Africains, nous acceptons nous-mêmes, sur votre émission toujours, peut-être sur votre télé toujours, on a dit, si on veut évoluer, il faut accepter à un moment donné se créer des problèmes. C'est le moment. Alors, je vais donner un exemple rapidement. Quand on va prendre les pays au moment des indépendances, c'est vrai qu'à ce moment, je n'étais pas né, mais je suis sûr que des gens se disaient, mais ces pays n'ont même pas de frontières. Ces pays ne répondent même pas à des critères des pays. Comment on peut leur donner des indépendances? Ça faisait rire à des gens, à des spécialistes. Mais aujourd'hui, plus ou moins, nous sommes... les pays africains sont stables, quoi qu'on dise. Donc, pour être bref, je souhaiterais quand même que, quels que soient les problèmes, qu'on les affronte. On les affronte pour vous, c'est une question de peur plutôt. Voilà, pour qu'on puisse avoir notre indépendance. Je suis d'accord avec l'autre monsieur qui a porté le chapeau, je ne connais pas bien son nom. Voilà, c'est clair et net. Nous avons besoin, oui, c'est vous. Voilà, je vous soulever la main, effectivement, je suis d'accord avec vous. La souveraineté, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Nous ne pouvons pas être là dit. Bon, je pose une question, et c'est la fin, excusez-moi. Est-ce qu'avec le franc CFA, le Burkina Faso peut être la première puissance économique du monde? Tout simple. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Oui. Non, en écoutant, il y a quelque chose qui m'est venu dans la tête. Lorsque nous mesurons la croissance de nos pays, c'est pas une question monétaire, une question de développement. Nous sommes heureux parce que nous disons on a un taux de croissance de 5,2%, on a un taux de croissance de 6,5%. Le Burkina a eu même un taux de croissance de 10,5% en 1911 ou en 2011 ou en 2012. Mon point de vue, c'est que ce n'est pas une croissance. Nous n'avons pas de croissance. C'est ce que j'appelle une croissance comptable. Car la croissance produit deux choses. La croissance crée des valeurs ajoutées et la croissance crée des emplois. Quelle valeur ajoutée nous créons avec notre coton? Mais rien. Quelle valeur ajoutée nous créons avec notre or? Quelle valeur ajoutée nous créons avec nos minerais? Quelle valeur ajoutée nous créons avec toutes les ressources que nous avons? Savez-vous que quand on prend le centre-nord, c'est-à-dire Boulsa, Kaya et Kongoussi, les ressources minières de cette région seulement, le Japon n'a pas 1 gramme des richesses minières de cette région de notre pays. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous n'en faisons rien. Ça veut dire que nous avons une croissance comptable, on regarde un chiffre, mais on ne regarde pas la réalité. Le gouvernement a offert des postes de 11 000 postes disponibles pour faire des recrutements. Il y a eu plus de 900 000 candidats qui se sont présentés. Ça veut dire que nous sommes dans un faux paradigme. La croissance de 5,2%, 6%, n'est pas la réalité. C'est une fausse croissance. D'accord. Un téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est monsieur Joromé. Joromé, vous nous appelez d'où? Ouagadougou. De Ouagadougou, on vous écoute. Oui, j'aimerais bien participer à l'émission. Oui. J'ai écouté l'analyse de tous ceux qui sont sur le plateau. Oui. Et voilà, et
Ce qu'il dit là, c'est bien intéressant. J'ai écouté un peu, moi je suis économiste de formation, et j'aimerais apporter ma pierre contributive. Voilà, et je pense que nous devions sortir du franc CFA. Pourquoi? Je m'estime que ceux qui veulent, ceux qui mettent en avant, ont déjà les voies et moyens pour sortir du franc CFA. Parce que nous sommes bien d'accord que le Burkina Faso ou les pays qui utilisent le franc CFA ne peuvent pas se retirer du franc CFA sans trouver une monnaie vendable. Mais je pense que le problème qui se pose là, c'est le taux que la France déduit par rapport aux échanges internationaux que nous avons en convertibilité avec les autres monnaies. Par exemple, le yen ou bien le colombienne, pardon, lorsque nous avons des échanges commerciaux avec la Chine, ou bien la Russie, ou bien les autres pays qui utilisent l'euro, nous avons le taux que la France déduit là est très élevé. Voilà, je pense que par rapport à ça, il y a lieu de renégocier avec la France les différents taux, ou bien de la quitter et trouver une nouvelle monnaie vendable. Je suis d'ailleurs avec ceux qui disent qu'on ne peut pas tout reconstruire maintenant parce qu'on n'est pas économiquement stable. Quand je dis économiquement stable, je veux dire que nous ne créons pas de la valeur ajoutée et notre taux de croissance également, et comment on appelle ça, n'est pas sur des bases solides. C'est comme l'Internet qui était là tout de suite là, c'est une croissance comptable. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de la valeur ajoutée, on ne crée également pas de l'emploi avec cela. Donc, aujourd'hui, il y a la nécessité de créer des francs CFA, ou soit de renégocier le taux d'échange avec la France. Sinon, on peut bien aller voir les Russes, ou encore les Canadiens, ou les Américains, et bien affiner notre monnaie à la leur. Voilà, je pense que c'est une solution palliative. D'accord. Merci pour votre contribution. Oui, Dr Zouré. Donc, en fait, pour répondre en fait, par rapport aux téléspectateurs, en fait, toute réforme, lorsque vous voulez vous affranchir de certaines situations, il faut un sacrifice. Il faut que les gens acceptent le sacrifice. Le téléspectateur explique que c'est une question de peur. Je dis, non, envie de sortir. C'est comme les indépendances. C'est comme les indépendances. Vous êtes d'accord avec lui que c'est juste une question d'audace? Mais c'est une question. Il faut vaincre la peur, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Un peuple s'assume. Quelles que soient les circonstances, ce qui va se passer devant un peuple s'assume. Lorsque vous ne vous assumez pas. Il y a la question des conséquences. Non, on assume les conséquences. S'assumer avec intelligence surtout. Bien sûr, bien sûr. Vous savez qu'il ne faut pas sous-estimer les intellectuels africains. On a beaucoup de techniciens. Si les autres pays qui sont là, il y a combien de pays qui ont leur monnaie par rapport à ceux qui n'ont pas leur monnaie? Ils se sont assumés. Même s'il y a des difficultés, je me rappelle ce que le président mauritanien disait, que nous allons battre notre monnaie, une question de souveraineté, malgré les difficultés que nous allons rencontrer. Ce que le président mauritanien disait, nous allons battre notre monnaie pour question de souveraineté, mais malgré les difficultés que nous allons rencontrer. Vous voyez? Donc, si vous voyez dans ce sens-là, et que, comme je l'ai toujours dit, comme le grand frère disait tout de suite, par rapport aux paradigmes qui sont là, il faut changer de paradigme. Si vous prenez, lui parle de croissance, disons, moi je parle plutôt de croissance appauvrissante. C'est-à-dire, c'est de croissance qui ne crée pas d'emploi, en fait, ni de revenus supplémentaires. Donc, il faut abandonner ce fétichisme de la croissance qui est basé sur les matières premières. Seul le développement vient, en fait, de la croissance endogène basée sur le capital humain. Donc, si on part vers ces modèles de croissance endogène et que vous mettez les ressources, disons, dans l'éducation et dans la santé, en 10 ou 20 ans, vous pouvez créer les conditions, en fait, d'un développement, d'un décollage économique. Donc voici ce qui a permis à la Chine et les pays du Sud-Asiatique, en fait, d'entamer cette croissance. On ne pourra jamais, ni le Burkina, ni la Côte d'Ivoire, être émergents que dans un cadre globalisé au niveau de la CEDEAO. Et que nous puissions avoir cette stratégie de développement là-bas. Donc, mais les modèles qui sont là, c'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme de développement. C'est ça la question du développement. Lorsque nous copions, par exemple, le modèle colonial, qui est là que nous n'allons pas mettre en œuvre, nous n'irons nulle part. C'est ça la question fondamentale. Bonsoir, monsieur. Oui, alors bonsoir. C'est monsieur Sawadou Bassirou. Vous nous appelez d'où? De Ouagadougou. De Ouagadougou, on vous écoute. Voilà, donc je vais d'abord remercier
vous remercier pour cette initiative. Merci. En fait, c'est un débat qu'on n'osait pas, en tout cas, je suis jeune, je sais que c'est un débat qu'on n'osait pas faire dans les années 90. Voilà. Mais je voulais appuyer en tout cas ce que mes prédécesseurs ont dit. Voilà. Il faut dire que, en fait, nous les Africains, surtout les pays francophones, nous avons peur. Nous avons peur des conséquences, voilà, de nos actes. Nous avons peur. Et également, nous disons que, pour moi, nous, on a cette paresse. Parce qu'avec le franc CFA, c'est facile. Le franc CFA avec l'euro, c'est facile. Hein. Il suffit seulement de taper 655,957 voilà, pour convertir facilement. Voilà. On ne veut pas fatiguer la tête. Voilà, je respecte mes professeurs qui sont sur le plateau. Voilà. Mais n'ayons pas peur. Pour moi, n'ayons pas peur. Si on se dit que 50 ans après mes indépendances, c'est tard, je me dis que non, nous avons encore des années à vivre. Voilà, donc il faut prendre les décisions tout de suite et puis on assume la responsabilité. Un pays comme la Gambie, qui ne veut même pas Ouagadougou, qui a sa propre monnaie. Les Gambiens vivent. D'accord. Les Gambiens vivent. Donc c'est pas un pays qui compte 16 millions à 17 millions qui ne peut pas gérer sa monnaie. D'accord. Donc pour vous, c'est une question d'audace, Non, de c'est une courage. question d'audace. Moi, je pense qu'au moment même des indépendances, si on allait faire un référendum, il y a certains qui allaient dire, bon, on préfère rester avec la France parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver après. Merci. Merci pour votre contribution. Alors, professeur, c'est vrai, pour ces jeunes notamment, ce sont des jeunes, hein, pour eux, c'est juste une question de peur, il faut vaincre la peur. Le a dit une chose très importante. Il dit, si on devrait choisir juste pendant les indépendances là, il serait souhaitable que chaque pays même ait sa propre monnaie. Mais n'oubliez pas que la monnaie est un phénomène endogène et qui est lié au comportement. Aujourd'hui, si on avait dès les indépendances, chaque pays choisit sa propre monnaie, aujourd'hui le débat, la peur dont on parle là, n'existerait pas. C'est parce qu'on a choisi d'aller dans un système qui aujourd'hui, les gens... semble difficile à en sortir. Pas forcément semble difficile à en sortir. Quand il dit la peur, mais moi pour moi, si je dois aller à côté, si je peux prendre les véhicules, ça permet donc de réduire les coûts. Pourquoi je vais laisser les véhicules et puis marcher pour aller? C'est pour dire quoi? Si avec le franc CFA, je peux obtenir le développement dont on parle à moindre coût, pourquoi je vais laisser un système et puis déconstruire tout et puis recommencer? La question, c'est justement parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de développement avec le franc CFA, qu'il faut... Le grand frère évoquait un certain nombre de questions. La croissance appauvrissante. Mais pourquoi la croissance appauvrissante? Parce que vous avez une croissance qui est tirée par des secteurs très intensifs en capital. Si vous prenez les mines là, c'est le capital, c'est-à-dire les équipements, les machines qui tournent là-bas. Ce ne sont pas les hommes. Quand vous prenez le secteur coton, comme il est exporté de façon brute, il n'est pas transformé. Je rappelle que vous ne pouvez pas lutter contre la pauvreté, vous ne pouvez pas réduire la pauvreté d'un individu sans lui trouver un emploi décent. Il n'y a pas autre solution. Donc, la transformation structurelle est un passage obligé. Maintenant, pour transformer, le grand frère disait, il faut réformer le système éducatif. Nous avons aujourd'hui 84% donc de nos enseignants qui sont dans le système général. Ça aussi, c'est le franc CFA. Vous avez aujourd'hui des délestages, des zones de production enclavées. Ça aussi, c'est le franc CFA. Nos budgets, nous avons la liberté de gérer nos budgets. Il faut libérer des marges de manœuvre en termes donc de ressources pour pouvoir investir dans les infrastructures, dans l'énergie. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Donc il faut arrêter à un certain moment donné de créer d'autres problèmes. Pour nous, c'est ça la question. C'est-à-dire que vous avez des problèmes urgents. Ne dévançons pas les choses. C'est ce que nous disons. Sinon, en réalité, comme je l'ai dit, il y aura un moment donné, forcément, la question du régime de change à définir va se poser. En ce moment, on aura une compétitivité. On revient à vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Monsieur le Drago Breno. Vous nous appelez d'où? De Ouagadougou. De Ouagadougou, on vous écoute. Et
En fait, je voulais un peu participer au débat. Voilà. Et en fait, moi, effectivement, comme le disaient mes prédécesseurs, en fait, quand on parle de la France, là, les gens ont peur. On a tendance à avoir peur. Ce n'est pas seulement que sur le franc CFA. Vous voyez, sur tous les domaines où, effectivement, il y a ce problème-là qui se pose là, avec la France, là, les gens ont peur. Effectivement, moi, je suis d'accord avec le monsieur qui est assis en bazin, là, le docteur Zouré. Je suis d'accord avec lui. Effectivement, aujourd'hui, là, aucun pays, je le dis, ne peut se développer, effectivement, si la question financière, là, est détenue par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Tout part de là. On ne peut pas comprendre. Quand vous prenez aujourd'hui le cas du franc CFA, par exemple, mais à la BCAO, là, la France a son mot à dire dedans. Mais prenez le cas du Nigeria. La banque centrale nigériane, là, le gouverneur discute immédiatement avec le gouverneur, effectivement, au niveau de l'Angleterre. Et ici, quand il s'agit au niveau de la BCAO, il faut forcément discuter avec le ministre de l'Intérieur français pour qu'effectivement les choses puissent. On peut pas continuer, ça ne peut pas continuer. Il faut que ça cesse. D'accord. Voilà, tout c'est trop. D'accord, merci. La question du franc CFA, là, nous, on ne peut plus. D'accord. Réagissez, oui, professeur, rapidement avant que... C'est que, comme le premier intervenant téléspectateur l'a dit, c'est-à-dire nous avons l'impression que les gens veulent se replier sur eux-mêmes. C'est normal parce que lorsqu'on vit la misère, il faut chercher les causes. Et donc, c'est facile de dire que la cause de ma misère, là, c'est les voisins. C'est facile. Maintenant, il dit que au niveau donc, de la BCAO, il y a des Français qui siègent. Pour moi, étant citoyen universel, ce n'est pas celui qui siège mon problème. En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous, ce n'est pas le fait, ce n'est pas la forme le problème. Les accords que nous signons là, comment on doit faire pour pouvoir maximiser les gains issus de ces accords? C'est ça le débat de fond. Le débat sur... Les APE là, les accords de partenariat économique, on est en train de discuter actuellement là. Et c'est le même débat. C'est de savoir comment on doit faire pour maximiser les gains qu'on va tirer de ces accords. Nous, on signe les accords, on s'assoit. Et 30, 40 ans après, on se dit que non, l'autre partie là nous pille. Mais si vous avez signé, vous n'avez rien fait. Vous êtes assis, vous n'avez pas exploité les avantages. Ne soyez pas étonnés que 40 ans après, on dit qu'on vous pille. D'accord. On me fait signe qu'il y a Hervé Ouattara qui tente en vain de nous joindre là, difficilement d'ailleurs. Quelqu'un en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. On vous écoute, c'est monsieur? Monsieur Amem. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire? Côte d'Ivoire. Ok, on vous écoute. Oui, oui. Effectivement, je vais participer à l'émission. Très bonne émission. Allez-y. Oui, allô? Donc, très bonne émission sur le thème fondamental. Donc, effectivement, je pense que les pays africains souffrent, hein, CFA, on souffre deux principaux trucs. On a d'abord un souci sur notre gestion, et puis on se prive en plus de la manœuvre monétaire. Donc, effectivement, j'encourage vraiment le professeur qui est tout seul là, qui se défend par rapport au franc CFA, c'est courageux de sa part. Je pense qu'il pointe vraiment le problème de la gestion. Parce qu'on ne peut pas, effectivement se jeter sur deux fronts à la fois gérer la question monétaire qui implique plein de problèmes, et puis en plus, de l'autre côté, avoir des problèmes structurels qu'il faut gérer. Donc ça, c'est un point très important. Mais d'autre part, il ne faut pas se priver. On a tellement de souffrance dans notre pays. Il ne faut pas se priver du levier monétaire. Donc il va falloir trouver une solution. Et ça, c'est une solution vraiment interne aux Africains, une bonne réflexion profonde sur cette capacité à pouvoir gérer ces deux niveaux. Il faut avoir bien sûr un planning, voir comment il faut faire, mais effectivement, il ne faut pas se priver du levier monétaire capable d'effectivement de régler un certain nombre de soucis de compétitivité par rapport à l'évaluation et autres choses. Donc c'est très important. Moi, je suis très content que le franc CFA soit plus un tabou. Et voilà, c'est un outil, nous ne l'aurons pas, un outil de puissance, de domination française. Parce que voilà, c'est ça. Puisqu'ils interviennent massivement sur nos politiques. Et puis, c'est un problème aussi de confiance en nous. Ils
va bien falloir qu'un jour, on prenne la décision de partir, d'être indépendant. Quand on est indépendant, on se frappe la poitrine, on est indépendant, mais on n'a pas un levier puissant qui est le levier monétaire. La force des États-Unis aujourd'hui, c'est le fait que le dollar soit au cœur du système de change mondial qui permet aux États-Unis de pouvoir s'amuser sur leur monnaie de temps en temps pour pouvoir avoir freedom. Donc c'est un débat très puissant. Il faut que les Africains prennent vraiment ce débat à cœur. Et puis, je pense qu'il ne faut pas aussi négliger les problèmes de réforme structurelle. Ça ne sert à rien d'avoir notre monnaie, se frapper la poitrine, on a la monnaie. On a tous peur. Tout le monde Donc, a peur. En même temps qu'il faut partir, il faut réfléchir tout autour. Hein? Oui, effectivement. Mais notre souci aussi, qui est un point fondamental qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que nous tous, Africains, on a peur que nous-mêmes on gère notre monnaie. On a peur de nous-mêmes, on a peur de ce que celui qui va gérer, comment il va gérer, est-ce qu'il n'y aura pas une progression de faux billets, comment les gens vont s'enrichir, c'est ça. Donc c'est une problématique de culture, de réflexion sur nous-mêmes et puis pouvoir endoser massivement le développement. Donc c'est deux piliers-là qu'il faut régler. Vraiment, merci beaucoup. D'accord. Merci pour votre contribution. Merci. Oui, docteur. Bon, donc, vous voyez que, en fait, de façon générale, que ce soit au niveau de la jeunesse africaine, il y a un mouvement, qu'il faut le dire, qui est irréversible. Les gens veulent cette indépendance-là. C'est-à-dire, ils se disent que trop, c'est trop, que les Africains peuvent se prendre en charge. C'est ça la question fondamentale, qu'on peut se prendre en charge. Et par rapport, surtout... Est-ce que ça, c'est une vision réaliste du problème? C'est la question. Mais c'est la question. Lorsque vous ne prenez pas en charge, c'est ça. Vous ne pouvez pas vivre sur le dos de quelqu'un. Lorsque vous vivez sur le dos de quelqu'un, c'est lui qui vous domine. Ça, c'est clair. Si vous vivez sur le dos de quelqu'un, c'est vous qui le domine et vous ne pourrez jamais atteindre. Est-ce que quelqu'un qui gère ta monnaie, tu peux atteindre son niveau de développement? C'est la question que je pose. Celui qui gère ta monnaie, est-ce que tu peux atteindre son niveau? Je ne pense pas. Celui qui te donne de l'argent aussi, tu ne peux pas atteindre son niveau. Donc, il y a tout un comportement que nous devons changer, ce qu'on appelle aller sur un nouveau paradigme de développement. C'est ce que j'ai dit dans mon livre, ici. Si les Africains veulent aller de l'avant, ce n'est pas la monnaie seulement. C'est-à-dire, c'est tous ces principes que nous avons pris, copiés, collés du colonisateur, c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Lorsque vous prenez, transposez par rapport à des valeurs extérieures, ça ne peut pas marcher si les pays asiatiques ou autres marchent. Parce qu'ils ont pris, c'est-à-dire tout contextualisé. Nous avons pris du copier-coller du colonisateur. Donc ça veut dire que ce soit la Constitution, tous les textes juridiques, les institutions, ça ne marche pas. Donc il faut aller vers un développement plus endogène. Et ça comporte tout pour moi. Donc dès que nous n'allons pas vers ça, c'est-à-dire donc il faut la réflexion. Il faut produire intellectuellement. Il ne faut pas qu'on s'asseye. Il faut la production intellectuelle. C'est ça notre défaut. Les autres produisent et nous, on est là, on regarde. Non, il faut que nous puissions produire et puis entamer le débat à tous les niveaux. Tant que nous n'avons pas cette production intellectuelle-là, ça ne va pas aller. Bon, donc, c'est à travers ces échanges-là qu'on pourra avancer vers quelque chose. Nul détient la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à travers ces écrits, ces débats intellectuels-là que vraiment l'Afrique pourra trouver, en fait, son chemin. Deux observations. Il me semble que la monnaie nous introduit dans le débat sur le développement. Et j'étais heureux d'apprendre ce soir avec le professeur que, enfin, on va enseigner dans nos universités les théories de la croissance endogène. Car jusqu'à présent, on induisait nos étudiants dans les erreurs en enseignant le keynésianisme, c'est-à-dire les théories keynésiennes qui ne s'appliquent pas du tout dans nos pays. Alors que la théorie de la croissance endogène, qui est enseignée en long et en large à l'université de Aix-Marseille, à l'université de Paris Panthéon, à Harvard, puisque ça a été inventé par les Américains, n'est pas enseignée du tout dans les universités africaines. Or, les théories de la croissance endogène, c'est cette théorie-là qui permet aux Africains de regarder les atouts publics, privés, technologiques et capacités humaines qui permettent de mettre en œuvre le développement. Ça, c'est ma première observation. La deuxième observation, c'est quoi? Ce qui me frappe, c'est que
Nous avons découvert de l'or dans notre pays. Les sociétés minières sont venues, ils sont au nombre de 8 aujourd'hui, à exploiter de l'or. Et nous produisons maintenant tous les ans 40 tonnes d'or par an. Nous sommes 4e producteur d'or en Afrique. Après l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali, c'est nous. Et au point de vue potentiel, le potentiel d'or du Burkina dépasse le potentiel du Ghana. Bref, je veux dire quoi? Lorsque les sociétés minières ont mobilisé de la ressource pour financer leurs équipements, ils sont allés où? Ils ne sont pas allés à la Banque mondiale. Ils ne sont pas allés à la Banque africaine de développement. Ils sont allés sur les marchés financiers internationaux. C'est là où il y a l'argent du monde. C'est les marchés financiers internationaux. Quel instrument existe au niveau des pays francophones pour avoir accès aux marchés financiers internationaux? Il n'existe aucun instrument. Et il me semble, alors que c'est assez aisé de mettre en place des banques d'affaires dont la technologie consiste à appliquer l'ingénierie financière. Il nous manque des ingénieurs financiers pour mobiliser des ressources sur le marché financier international à des taux inférieurs à 2%. Le marché financier international est là avec de la ressource infinie à des taux inférieurs à 2%. Qu'est-ce que nous attendons pour aller vers ces marchés financiers internationaux avec des outils institutionnels et de l'ingénierie financière pour financer notre développement? Rien ne nous empêche de le faire. Et depuis des années, j'ai cette idée dans la tête, et il n'y a personne pour le faire. Par conséquent, il me semble que le débat sur le développement de l'Afrique reste encore entier. D'accord, oui, professeur. Pour rebondir, très rapidement, oui. Pour rebondir à ce que le doyen avait dit, bon, on a eu des échanges sur ce plateau ici, que en fait, les pays africains, quand je parle de vision, lorsque vous avez des ressources minières, la question fondamentale d'abord, c'est de former les ressources compétentes humaines avant d'exploiter quoi que ce soit. Lorsque vous avez les ressources humaines compétentes et à tous les niveaux, vous ne pouvez pas perdre. Donc vous voyez par exemple le secteur minier, que ce soit au Burkina, au Mali, même le secteur privé n'arrive pas à en profiter parce qu'il n'a pas les capacités et à certains postes aussi. Donc tout revient maintenant à ces modèles de croissance. Donc mais ça c'est pas une question de... Ce n'est pas lié au CFA, disons. Non, c'est-à-dire, question, c'est très important. Lorsque en fait, vous n'avez pas, pour tout développement, le développement passe quoi? L'industrialisation, etc. Et lorsque vous n'avez pas de politique économique et monétaire qui sont liées à ça, c'est-à-dire c'est très difficile de parvenir à un développement et à la création d'emplois. Oui, le grand frère disait une chose très importante. Dans un monde globalisé, en principe, il n'y a plus de contraintes de financement. Il faut pouvoir lever les fonds. Mais alors, vous allez aller sur le marché international lever des fonds. Comment? Si vous êtes un pays où la mauvaise gouvernance est de mise, vous êtes un pays instable, aucun prêteur sur le marché international ne va vous donner de l'argent. Quand vous prenez le cas, la Grèce, pour lever des fonds même, ne pouvait pas parce que le niveau de la dette publique, en fait, les finances publiques de façon globale étaient très dégradées. Donc si vous dites, je sais que le Sénégal a tenté l'expérience des eurobonds, la Côte d'Ivoire aussi l'a fait, mais il faut des ressorts solides. Il faut des ressorts solides. Et pour pouvoir y aller et bénéficier des taux d'intérêt de 2 à 4%, il ne faut pas avoir une situation actuelle comme ça, où vous ne maîtrisez pas bien vos dépenses publiques, où vous avez des questions, donc, souvent, je vais dire, un problème donc de priorité. Des choix de priorité, parce que celui qui vous donne de l'argent attend un remboursement et il faut que toutes les conditions soient réunies pour que vous puissiez rembourser. Donc quand les autres pays sont allés, je pense qu'ils sont allés autour de taux d'intérêt de 7%, alors que la France peut lever des fonds de taux d'intérêt de 2%. Alors, question globale peut-être. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme le disent ceux en tout cas qui sont contre le franc CFA, que c'est une monnaie de servitude aujourd'hui, le CFA? Alors, il faut, comme je l'ai dit dès le départ, il faut faire la part des choses. Il faut reconnaître une chose,
le système de compte d'opération est un système unique au monde. Il est clair que nous n'avons pas vu dans le monde quelque part un trésor qui gère une monnaie. Ça au moins c'est un fait. Et là encore, il faut voir qu'est-ce que les pays de la zone franc gagnent à travers ces opérations, ces contrats de compte d'opération. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est là le régime d'échange. Et en ce moment, pour moi, pour la question donc, du régime d'échange, j'ai dit c'est prématuré d'aller vers un régime d'échange flexible. Pour moi, du point de vue technique, c'est comme ça. La parité fixe, c'est bien pour vous? La parité fixe, elle a des avantages. La richesse dont on parle, créer de la richesse, faire du commerce, industrialiser, vous ne pouvez pas le faire avec des taux d'inflation de 40%. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc la stabilité macroéconomique, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas parce qu'on a la stabilité macroéconomique que forcément on a le développement. Si vous avez la stabilité macroéconomique, il vous faut alors des politiques structurelles pour pouvoir vous développer. Les réformes structurelles, les réformes de notre enseignement, les réformes donc dans le domaine agraire, les réformes donc au niveau donc de l'environnement des affaires, les réformes au niveau donc des secteurs de soutien à la production. Toutes ces réformes-là, elles doivent être bien menées pour permettre à la stabilité macroéconomique de jouer son rôle d'appoint. Sans quoi, vous ne pouvez pas aller quelque part. Donc, si vous avez la stabilité macroéconomique comme nous l'avons, et il n'y a pas ces politiques structurelles qui accompagnent cela, ça ne peut aller nulle part. La question fondamentale, est-ce que pour réformer le système éducatif au Burkina Faso, on a besoin de la monnaie? D'accord. Donc, on est en fin d'émission. Pour terminer en même temps avec vous, pour vous, le CFA, à l'étape actuelle des choses, c'est une nécessité? Pour moi, là où on peut débattre, on peut réformer, c'est au niveau donc du compte d'opération, c'est-à-dire cette garantie donc, de convertibilité que les trésors français, là, on peut débattre. Mais pour l'instant, pour sauvegarder donc la cohésion donc, de l'union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire sauvegarder la monnaie unique même que nous partageons entre 8 pays, le régime d'échange fixe est un préalable. Compte tenu du niveau de développement d'abord, et compte tenu du fait que vous avez 8 pays qui doivent partager une monnaie, et en ce moment, si vous définissez un panier de monnaie, nécessairement ce serait surévalué pour certains et sous-évalué pour d'autres. Deuxième élément, si vous décidez d'aller en régime d'échange flexible, les plus petits pays comme le Burkina Faso vont en pâtir fortement. Donc il faut... Le compte d'opération, on peut en débattre, il n'y a pas de problème. Je suis heureux qu'on en débat, il n'y a pas de tabou. C'est un accord qu'on a passé avec un partenaire. Si à un moment donné, nous trouvons que les inconvénients surplombent les avantages, il faut renégocier. Pourquoi on ne peut pas renégocier? On renégocie les contrats tous les jours. D'accord. Docteur Zouri, pour terminer ce débat, c'est une nécessité aujourd'hui, le franc CFA pour vous. Si je vous écoute bien, il faut très vite s'en défaire. Bon, c'est ce que j'ai toujours pensé. Lorsque vous n'avez pas, actuellement, dans un monde de compétitivité, vous n'avez pas un système de change flottant, c'est-à-dire l'adapter chaque fois aux besoins de l'économie, vous ne pouvez pas développer ni l'industrie, ni créer des emplois. C'est ce qui se passe dans la zone CFA. Donc, pour moi, bon, on parle de, effectivement, toute réforme, disons, de ce genre-là, doit nécessiter, effectivement, des réformes structurelles que nous faisons depuis longtemps. Des réformes structurelles, c'est une nécessité. Mais la question de fond, en fait, aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas un système de monnaie, de change flottant, actuellement, vous ne pouvez pas créer ni d'industrie, ni créer des emplois. C'est ce qui se passe en zone CFA. En zone CFA. Donc, pour question de souveraineté aussi, qui est très important à mon avis, on dit que la monnaie est un élément de souveraineté.
Donc la souveraineté, en fait, c'est quelque chose qui ne se négocie pas. D'accord. Pour vous, il faut en sortir. Pour terminer, Pierre Claver Damiba, vous êtes plutôt dans une vision quelque peu plus graduelle. Pour vous, c'est peut-être qu'il faut peut-être en sortir, mais là, il faut mûrir suffisamment la réflexion, avec à la clé des solutions. Tout à fait. À mon point de vue, il ne s'agira pas d'introduire des changements sous pression idéologique ou sous pression de manifestations populaires. Car je vous ai dit, la monnaie a peur d'une chose, c'est des manifestations. Et si les gens commencent à manifester, l'épargne va quitter le pays et aller vers l'euro. À mon point de vue, il faut demeurer dans le pragmatisme. C'est un concept anglophone, il faut demeurer dans le pragmatisme et une concertation constante avec la France, avec le Fonds monétaire international, car la monnaie relève de techniques monétaires. Et les politiques monétaires sont absolument déterminantes dans la vie de tout pays. Et si nous devions arriver à une remise en question de l'UEMOA, ce serait une grande catastrophe pour nos pays. Merci. Merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. Je rappelle que nous étions avec le professeur Mahamadou Diarra, agrégé des sciences économiques et gestion, chargé de cours donc à l'université de Koudougou. Merci d'être passé sur ce plateau. Et avec nous également, il y avait le docteur Daouda Zouré, économiste. Merci pour votre contribution. Et pour terminer, Pierre Claver Damiba, consultant international macroéconomiste. Merci pour vos contributions. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.